Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cet atelier. Cet atelier s'inscrit dans les événements des centres info pour les 50 ans de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on a envie d'échanger avec les acteurs concernés au sujet de comment les branches professionnelles s'emparent de la coopération européenne. On va mettre les projecteurs sur la branche des services de l'automobile et comment cette branche et les acteurs de cette branche, donc organismes de formation et entreprises, agissent au niveau de la coopération européenne et de la mobilité européenne. Je suis Paola Bolognini et je suis la déléguée générale d'Europe Mobility. Europe Mobility est une association qui regroupe plusieurs organismes et réseaux de la formation professionnelle en France, dont l'INFA fait partie, bien entendu. Et nous sommes là pour promouvoir et surtout massifier, disons, tout ce qui est mobilité européenne des alternants. Donc, on dit des apprentis, mais bien sûr, on inclut aussi les acteurs en contrat de professionnalisation. L'idée, c'est qu'on puisse mettre en avant le fait que, vous le savez tous, l'Union européenne dans la formation professionnelle peut, disons, donner des impulsions, mais toutes ces initiatives sont des initiatives non contraignantes. Alors, les acteurs tels que la branche des services de l'automobile, pour autant, s'emparent de ces impulsions, de ces initiatives, les interprètent et leur donnent forme. Donc, voilà aujourd'hui autour de la table avec moi des acteurs engagés que j'ai le plaisir d'inviter à se présenter. On va partir par Claire Chaland. Merci Claire. Bonjour Paola, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous tous dans cet atelier aujourd'hui. Alors moi, je suis Claire Chaland et je suis la directrice du département international de la SEPR. La SEPR, c'est un organisme de formation qui existe depuis plus de 150 ans, qui est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un campus sur Lyon et un campus sur Annonay. Nous formons chaque année environ 4600 apprenants, du CAP jusqu'au grade licence, selon 3 modalités de formation. L'apprentissage qui est très important chez nous puisque nous avons 3900 apprentis cette année, la voie scolaire et la formation continue. Nous proposons plus de 100 diplômes dans 6 pôles d'excellence, dans une large diversité de secteurs professionnels, et en particulier dans les métiers de l'automobile et du 2 roues. Nous avons cette année 560 apprentis. La SEPR est engagée dans les activités internationales depuis plus de 30 ans. Et cette dimension internationale, elle se situe vraiment au rang des priorités stratégiques de notre organisation, avec une vraie stratégie et une vraie politique. Et nous avons un département international qui compte 10 collaborateurs aujourd'hui. Concrètement et rapidement, les actions que nous entreprenons, c'est bien sûr la mobilité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mobilité des apprenants, mais aussi des personnels, parce qu'il ne faut pas les oublier. Nous sommes engagés dans de nombreux projets de partenariat stratégique qui nous permettent de travailler avec nos pairs au niveau européen, voire international, pour échanger les bonnes pratiques, innover, expérimenter. Et enfin, nous sommes engagés dans des projets de coopération avec une dimension de solidarité internationale où on va apporter notre expertise sur la formation professionnelle ou l'internationalisation, par exemple en Arménie, en Afrique ou sur les Balkans occidentaux. Voilà brièvement une présentation de notre organisation. Merci Claire. On aura l'occasion de parler de tout ça lors des échanges qui vont venir. Donc, je demande à Rita Festi de la Scuola Centrale Formazione de se présenter. Oui, bonjour Paola, merci pour cette opportunité d'être ici aujourd'hui avec vous à cet atelier. Je m'appelle Rita Festi et di Scuola Centrale Formazione et je m'occupe du développement des projets et de la coordination des activités innovantes et des systèmes sur le plan national. Alors, Scuola Centrale Formazione est une association nationale des centres de formation professionnelle. On compte une cinquantaine de membres
qui gère sur 12 régions italiennes et à peu près 120 centres de formation professionnelle. Donc, on est une association plurisectorielle, c'est-à-dire qu'on offre toute une série de formations sur différents secteurs professionnels et différents niveaux. Et donc, soit pour des jeunes, des demandeurs d'emploi, des chômeurs, des travailleurs, des entreprises. Et donc, sa diversité répond aussi aux différents contextes et différents territoires dans lesquels les membres sont en fait basés. Alors, comme CEPR et aussi Scuola Centrale Formazione a une longue expérience de coopération sur le plan international et tant qu'on parle de la mobilité, soit sur des projets de coopération. Merci beaucoup, Rita Vitali, du coup. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Frédéric Beckert des TipTrailer pour qu'il puisse se présenter. Excusez-moi. Donc bonjour, merci de cette invitation. Donc moi je suis responsable de la formation et du développement chez TipTrailer Service. TipTrailer Service est un des principaux acteurs de location de véhicules industriels et de maintenance de véhicules industriels. Quand nous on entend véhicules industriels, on est plus axé sur tout ce qui est moteur, tracteur, pas tracteur d'agricole, mais tracteur roulant et semi-remorque. On est basé dans 17 pays, on a une centaine d'ateliers aujourd'hui, on a au niveau mécanicien un peu plus de 1000 collaborateurs répartis sur toute l'Europe et le Canada. Moi je m'occupe de la partie Méditerranée, où on a donc environ 150 collaborateurs répartis sur une vingtaine d'ateliers. Donc notre principale recherche aujourd'hui, c'est de pouvoir harmoniser toutes les formes de développement des collaborateurs et de mettre en place aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire des échanges internationaux, parce que comme beaucoup d'entre nous dans le secteur, on manque de main-d'œuvre et on a des gros problèmes de recrutement. Très bien, ça sera très intéressant d'échanger avec vous plus en profondeur dans quelques minutes. Et je passe la parole à Monsieur Gilles Bertha. Bonjour Paola, bonjour à tous. Je suis Gilles Bertha, je suis le directeur après-vente de Mercedes-Benz VI Paris-Île-de-France, qui est une filiale de Mercedes-Benz Truck France. Nous représentons 300 collaborateurs, nous avons 100 techniciens et nous sommes spécialisés dans la vente et la réparation du véhicule utilitaire et du véhicule industriel. Donc des tracteurs et aussi des porteurs, tout type. Et nous faisons aussi du bus et du car. Moi, je suis là pour vous faire partager mon expérience par rapport à des apprentis que nous avons eus en classe européenne au travers du centre de formation avec qui on travaille, qui est le CFI d'Orly. Et je serai très heureux de partager et de répondre à vos questions sur ce sujet, qui est important pour nous, puisqu'il faut savoir que sur l'ensemble de nos établissements, nous avons 40 apprentis en formation dans différentes catégories, en CAP, en Bac Pro, en licence, et principalement ces 40 apprentis rattachés aux fonctions après-vente et du service. Merci beaucoup, Monsieur Bertha. Et last but not least, je demanderai à Andreas Gabriel de l'ANFA de se présenter. Merci beaucoup, Paola, et merci pour les partenaires de notre organisme d'être là aujourd'hui pour le webinaire. Donc, je suis Andreas Gabriel, je travaille pour l'ANFA. L'ANFA, c'est l'Association nationale pour la formation automobile. C'est un organisme de branche, de la branche des services de l'automobile. Les services de l'automobile, ce sont toutes activités en lien avec des véhicules après leur production. Dans notre branche, nous avons environ 150 000 entreprises, 420 000 salariés et 65 000 jeunes en formation initiale. La plupart de ces personnes travaillent dans le domaine de la maintenance automobile. La NFA, c'est un organisme paritaire et les partenaires sociaux qui nous gèrent nous ont donné, entre autres, la mission de favoriser le développement qualitatif de la formation initiale.
Pour ça, on met l'accent sur l'apprentissage, l'alternance. Et nous travaillons plus particulièrement avec un réseau de CFA partenaires, le réseau de CFA pilotes et associés de la NFA, SEPR en étant un exemple, pour avoir un accompagnement pour améliorer la qualité de la formation, enrichir les pratiques pédagogiques. Et ces CFA partenaires, qui forment 70% de tous les alternants de notre branche d'ailleurs, peuvent bénéficier de plusieurs actions de soutien et d'accompagnement. On a par exemple des contributions financières pour l'achat de matériel et d'équipement. Nous avons une offre de formation de formateurs pour les formateurs techniques et les équipes enseignantes. Et nous travaillons avec ces centres-là sur des thématiques spécifiques comme la digitalisation de la formation et la mobilité européenne. Mon service, qui est le service accompagnement des établissements et mobilité européenne, s'occupe justement de ces sujets-là. On est là pour promouvoir et développer la mobilité et la coopération européenne, ce qui est une priorité des partenaires sociaux et de l'ANFA par conséquent depuis longue date. Merci beaucoup, Andreas. Du coup, ton intervention me permet d'ouvrir les échanges, d'ouvrir les danses. Donc, la première chose que je voudrais traiter avec vous, c'est justement cette fameuse mobilité européenne des apprenants, mais pourquoi pas aussi des formateurs et des maîtres d'apprentissage. Je me tourne vers M. Becker et M. Bertha en même temps. Et j'ai envie de vous entendre sur cette thématique, notamment peut-être Claire pourra nous présenter les pourquoi et les comment son organisme de formation il est si impliqué dans la mobilité européenne, à savoir quels sont les bénéfices pour vous, organisme de formation, et pour vos jeunes, et qu'est-ce que vous faites au niveau vraiment du terrain et concret pour développer davantage cette mobilité. Alors pourquoi ? Nous sommes convaincus depuis très très longtemps de tous les bienfaits de la mobilité et nous observons tous les jours que le fait de réaliser cette mobilité permet en fait à l'ensemble des parties prenantes de notre organisation de monter en compétences, que ce soit les apprentis, les personnels et au final l'ensemble de l'organisation. Alors certes, notre mission première en tant que centre de formation, eh bien, c'est de former des hommes et des femmes à devenir de bons professionnels qui vont acquérir les gestes techniques, les savoir-faire et qui vont répondre aux besoins des entreprises. Cette mission, si elle est bien sûr nécessaire, elle ne nous semble pas suffisante. Et ce que l'on ambitionne, c'est surtout de former des citoyens et des citoyennes qui vont prendre une part active dans la société, qui vont évoluer durant toute leur carrière professionnelle et qui vont évoluer dans une société et dans un monde qui finalement aujourd'hui est en perpétuelle mutation, en perpétuelle évolution. Du coup, il est absolument nécessaire de donner à nos apprenants la possibilité de développer des aptitudes transversales qu'on appelle aussi communément des soft skills. Et ces soft skills, la mobilité va permettre de les développer. Pourquoi ? Parce que quand on part à l'étranger pour faire un stage dans une autre entreprise, on doit apprendre à s'adapter à un nouvel environnement de vie, à un nouvel environnement de travail. Il faut être autonome, il faut se débrouiller, il faut avoir une capacité à prendre des initiatives, à résoudre des problèmes. Donc la mobilité, elle va vraiment aider les apprenants et même les personnels que l'on envoie aussi en mobilité à développer toutes ces soft skills et elle agit comme un booster quand les apprentis reviennent, eh bien ils ont pris confiance en eux, ils ont vu qu'ils étaient capables, très souvent ils ont envie de repartir d'ailleurs et on constate aussi que ça les remotive dans leur formation et éventuellement aussi pour poursuivre leur formation. Et puis pour terminer sur les apprenants, je voudrais rajouter que si on veut et on est tous là pour cela, promouvoir l'apprentissage comme une voie d'excellence. Il est absolument fondamental qu'il y ait finalement une parité de traitement, une parité d'estime avec l'enseignement supérieur et la voie générale. Et on doit pouvoir donner aux apprentis les mêmes chances que les jeunes du supérieur de pouvoir partir à l'étranger. Et la mobilité doit devenir la norme comme elle l'est au niveau de l'enseignement supérieur. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on fait à la SEPR ? Eh bien, on intervient à différents niveaux. On informe
on accompagne pour le déploiement des projets et on valorise. On intervient sur toutes ces étapes. L'étape d'information et de sensibilisation, elle est très importante parce que les apprentis ne savent pas toujours qu'il existe de nombreuses opportunités qui s'offrent à eux pour partir à l'étranger. Et du coup, notre rôle, eh bien, c'est déjà de les sensibiliser. Donc, nous avons des ressources humaines qui sont dédiées à cela, avec une référente mobilité qui est aussi une coordinatrice Erasmus, qui travaille avec les volontaires et qui va informer dans un lieu dédié, au même titre, par exemple, qu'on a une médiathèque dans l'établissement, eh bien, on a un espace international où les jeunes peuvent venir se renseigner. Et nous organisons toute une série d'événements tout au long de l'année. Il y a une semaine internationale qui s'organise autour de la date des Erasmus Days au mois d'octobre, où on va faire des sessions d'information, présenter les différents dispositifs et utiliser aussi quelque chose qui marche très très bien, c'est les témoignages entre pairs. Et en fait, on invite les jeunes qui sont partis à l'étranger à venir témoigner. Et ça marche très très bien parce que déjà, ils utilisent le même langage, ils parlent de leurs craintes, comment ils ont pu les surmonter. Et ça, c'est un véritable booster pour donner à d'autres jeunes l'envie de partir. Et puis, on se saisit aussi tout au long de l'année de différents événements. Ça peut être la journée de l'Europe, la journée européenne des langues, pour faire vivre concrètement cette dimension internationale à la SEPR. Merci, merci beaucoup Claire. Peut-être Rita, vous souhaitez rebondir un peu sur vos activités aussi au niveau de la Scuola Centrale Formazione pour développer cette mobilité des apprenants. Oui, et je voudrais partir du fait que je suis totalement d'accord avec ce que Claire vient de dire sur les bénéfices pour les jeunes et les apprenants en général de la mobilité. Et souvent, ce qu'on entend de nos formateurs quand les gens rentrent, c'est que les gens sont plus grands, sont grandis, sont plus matures, parce que vraiment la mobilité, et surtout si c'est une expérience pour les très jeunes, c'est vraiment une réelle expérience de vie. Alors, ce que nous faisons, alors, nous sommes une association et donc de deuxième niveau, donc nos services sont au bénéfice de nos membres et donc les actions qui Scuola Centrale développe dans les champs de la mobilité, et c'est à niveau de la formation et de la sensibilisation. Je parle de la sensibilisation parce qu'en fait, il faut que les centres de formation tout entiers soient sensibilisés, soient convaincus des bénéfices de la mobilité pour les apprenants, parce que la mobilité porte de bénéfices, mais demande un travail important sur le plan pédagogique et de l'organisation. Donc, sensibilisation des directeurs de nos centres de formation. Et bien sûr, formation des formateurs, soit des formateurs techniques, soit des responsables des projets de mobilité. Et soit des personnes qui sont chargées d'accueillir les jeunes étrangers qui viennent en Italie chez nous en mobilité. Alors, chapitre formation. Puis, dans ça, on a aussi l'événement Do Your Mob, ça va démarrer justement demain et vendredi. Et c'est une occasion tous les années pour partager des idées avec nos partenaires, soit italiens qu'européens, d'apprendre des expériences des partenaires, de se confronter avec les institutions, donc pour apprendre mieux et d'augmenter la qualité de la mobilité. Un autre volet d'action pour Scuola Centrale, c'est l'innovation qui touche d'une part les contenus, les modalités et les approches de la mobilité, mais aussi de la gestion des mobilités. Donc, par exemple, ce qui est la plateforme de gestion, nous l'avons appelée GORES, et l'adaptation de l'approche ESIVET, donc des reconnaissances et des résultats de l'apprentissage en mobilité, et pour les reconnaître de la parcours de formation, donc on a développé des outils et une approche à nous.
Et bien sûr, l'aspect des relations avec les partenaires. Donc, on est parti des réseaux sur le plan international, différents types de réseaux. On a des accords avec des institutions, en particulier des institutions publiques telles que le gouvernement de la Catalogne, par exemple, mais on a des relations très, très étroites avec des partenaires comme ANFA, par exemple. Et donc, on est sur un niveau de système et en ce qui concerne les actions. Si je peux prendre un peu de temps, je voudrais dire que les bénéfices pour l'organisation, vu que Claire a bien expliqué les bénéfices pour les participants. Pour nous, on devient vraiment une organisation plus compétente. Et on a pu former notre staff, les staffs de nos centres. Donc, on monte des compétences parce qu'on peut bénéficier nous-mêmes de la mobilité. On peut se confronter avec d'autres organisations. Donc, on apprend des autres et de leur expérience, de leurs outils, de leurs approches. On a développé un réseau assez important et stable et des relations. Et je peux dire, on monte en réputation. En connaissance, mais en réputation aussi auprès des institutions avec qui nous travaillons ensemble. Donc, la renommée de votre centre bénéficie effectivement de votre activité internationale. Mais je trouve très intéressant tout ce que vous avez dit, à la fois Claire et Rita. Vous avez mis, disons, le focus sur l'organisme des formations, sur les jeunes, sur les apprentis. Et là, on a la chance d'avoir avec nous des représentants quand même des entreprises et également de la branche. Donc, je demanderai effectivement à messieurs Beckert et messieurs Bertha de rebondir, c'est-à-dire quelle est la place pour vous dans ce processus qu'on vient de décrire avec la sensibilisation, l'information, etc. Quelle est la place de l'entreprise dans le cadre de cette mobilité et quels sont les bénéfices éventuellement pour vous que vous voyez ou les suggestions que vous pourrez avoir pour être impliqué davantage ou être impliqué différemment par rapport à l'heure actuelle. Monsieur Bertha, le micro. Vous savez, dans les opérationnels, le micro. Je vous prie d'excuser. Moi, je peux peut-être avoir donné mon avis sur le sujet puisque j'ai déjà eu 2 apprentis qui faisaient donc un BTS et qui sont partis en classe européenne. L'intérêt que j'y vois, c'est qu'on est des facilitateurs par rapport à ça. Sur un certain nombre d'apprentis, que 2 apprentis pour la classe européenne, pour nous, c'est un tout petit échantillonnage. Et contrairement au centre de formation et par rapport à ce que j'ai pu entendre, nous l'avons fait avec nos moyens et avec notre quotidien. C'est-à-dire que nos formateurs, qui sont des techniciens de nos ateliers, n'ont jamais été formés ou préparés à envoyer un jeune, je dirais, dans une classe européenne. Ils n'ont pas été préparés non plus à recevoir des jeunes venant d'autres pays, puisque la difficulté qui s'est présentée à nous quand ces jeunes sont venus chez nous, c'est la difficulté de la langue. Très peu de nos techniciens, pour ainsi dire aucun, ne parlent l'anglais. On a différentes langues, on a le portugais, on a de l'italien, mais entre autres à l'époque c'était la Suède, personne ne pouvait parler, donc à part l'anglais, très difficile en fait de communiquer. Donc ça c'est le premier retour par rapport à ça. Moi, l'intérêt que j'y vois dans ces classes européennes, c'est un bénéfice pour la formation. On travaille pour notre profession de façon à faire grandir notre profession, puisque majoritairement, les apprentis que nous prenons, on les destine à nos structures. Nous, on a une action, je dirais, en région parisienne. On a aussi une action nationale en étant filiale et on sert de vivier pour, je dirais, l'ensemble de nos acteurs réparateurs de la marque au niveau national, mais très peu au niveau européen. C'est très très rare, c'est des exceptions ou alors c'est des faits de vie, je dirais, de nos collaborateurs ou de nos jeunes collaborateurs. Donc franchement, quand on envoie un jeune, nous, en classe européenne, moi j'ai découvert les classes européennes au travers du centre de formation, ça s'est fait comme ça, mais on n'a jamais été préparé à ça. À aucun moment on a été préparé à ça. Donc
c'est le premier point. Je pense que si on veut le développer en plus grand nombre, effectivement, c'est indispensable pour notre profession et puis aussi pour ce niveau d'études hein, par rapport aux études supérieures. Et là, je partage tout à fait votre avis, mais il faut qu'on le fasse, qu'on anticipe par rapport à ce qui entoure les jeunes aussi en entreprise. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu, je dirais, de choses faites dans ce sens-là. Alors, je vais peut-être laisser la parole à M. Beckert. Oui, nous, on est complètement novices dans tout ça parce que lorsqu'on a commencé à vouloir faire de l'alternance, on s'est adressé dans le secteur à un lycée à Évry et ils n'ont pas été fans de ce qu'on leur proposait, à savoir que nous, on a très peu de moteurs en France et automatiquement, par rapport au référentiel scolaire, on était en décalage. Donc, on a vite fait machine arrière. Mais aujourd'hui, par le fait d'un manque de personnel et d'un besoin national, mais international, parce que l'histoire du recrutement n'est pas un problème que chez nous. On retrouve le même problème en Italie, en Espagne, en Hollande, ça peut surprendre, en Angleterre, partout, hein, même en Pologne maintenant apparemment. Donc on est en train de se développer et on vient justement... Vous parliez du CFI tout à l'heure, Monsieur Bertha, on vient justement de prendre 2 jeunes au CFI. Et donc, pour l'instant, on est franco-français, mais moi, je travaille énormément avec mes collègues en Hollande, où on essaye de monter quelque chose au niveau européen pour pouvoir, développer les compétences des collaborateurs, avoir un référentiel d'intervention qui soit le même pour partout. Et d'avoir une cohérence au niveau européen, voire, on essaiera plus tard, on va attendre un peu, on va déjà essayer l'Europe, après voir au niveau du Canada, pour se développer dans ce sens-là. Et les échanges aujourd'hui, pour nous, c'est zéro, il n'y en a pas. Mais quand je dis il n'y en a pas, c'est bien évidemment au niveau des jeunes, parce qu'on n'en a pas beaucoup aujourd'hui pour faire des échanges, mais au niveau des collaborateurs confirmés, les échanges, il n'y en a quasiment pas. Alors, la première barrière qu'évoquait Monsieur Bertin, c'est la langue. C'est la langue. Quand vous allez dans un atelier en Italie, il n'y a pas un collaborateur qui parle anglais. Vous allez en Espagne, c'est pareil. Et puis vous dites, si je vais en Allemagne, je vais trouver des collaborateurs qui parlent anglais. C'est pas la peine, hein. C'est pareil. Hein. Faut pas s'imaginer. En Hollande, ils se débrouillent un peu mieux. Donc moi, ça, c'est le premier problème qui effrayé, c'est un bien grand mot, mais qui nous rebute un peu. Le second, après, c'est la concordance des diplômes. On a l'Allemagne qui est loin devant, soi-disant, donc qui est prête à donner des leçons à tout le monde, etc. Maintenant, ils sont pas trop partageurs non plus, donc c'est aussi on a beaucoup de travail à effectuer en interne et à essayer de monter quelque chose qui soit européen. Et là, on a beaucoup de travail à faire. Et pour autant, vous avez l'envie de la développer, cette mobilité. Même si je vois bien les freins qui sont évoqués à la fois par M. Bertha et pour vous. Et je demande d'ailleurs peut-être à Andrés Gabriel de revenir sur ces freins par rapport au problème de la langue avec quelque chose, un outil que l'ANFA a créé justement, qui peut peut-être répondre partiellement à cette problématique, partiellement, j'entends, mais surtout peut-être rebondir sur ce qui pointait très justement, je trouve, M. Beckert, par rapport à la concordance, comme vous l'avez appelé, des diplômes. Oui, tout à fait. En fait, pour rebondir à ce que je viens d'entendre par les collègues des entreprises, déjà, premièrement, du point de vue d'une branche, en fait, il y a des problématiques qui se posent effectivement au niveau européen. Vous parlez de la pénurie de la main-d'œuvre, elle n'est pas seulement en France, elle est partout en Europe. Et il faut souligner, pour nous, de notre point de vue de la branche de services automobiles, on est dans un contexte où il y a la réglementation qui est très souvent européenne, qui influence la technologie derrière et les activités et les compétences en entreprise et aussi, par conséquent, les besoins en formation, les besoins de compétences. Donc, c'est de là qui vient aussi, d'où vient notre engagement dans ce sens-là.
En plus de ça, oui, effectivement, on parle d'échanges, mais pour pouvoir avoir des échanges qui sont fructueux, il faut que les gens se comprennent. Il y a la question de la langue qui est importante là-dedans. On a quelques outils. On a par exemple un outil pour le téléphone portable avec quelques images, avec les mots-clés des services de l'automobile qui peuvent dépanner. Mais je voudrais aussi dire par rapport à ça que la langue, les projets de mobilité que j'ai vus se mettre en place, souvent la langue, ça peut être perçu comme un frein, mais une fois que les jeunes se trouvent entre pairs dans l'atelier pédagogique, dans l'atelier dans l'entreprise, il y a une compréhension plus ou moins naturelle qui se déclenche, puisque, comme je viens de le dire, les activités et les compétences sont sensiblement similaires d'un pays à l'autre en Europe. Donc, on a des outils, on a des exercices qu'on peut faire aux jeunes, et c'est important aussi, la mobilité, ça ne va pas résoudre le problème des salariés en entreprise qui ont du mal avec l'anglais, mais pour les futurs salariés, peut-être, qui partent en mobilité, l'expérience de la mobilité, c'est très souvent un déclic. L'anglais peut servir à quelque chose dans une situation professionnelle et souvent, ils vont aborder l'apprentissage de l'anglais d'une manière différente après leur expérience en mobilité. Si je peux intervenir et aller dans le sens d'Andreas, je suis tout à fait d'accord. Nous, les apprentis, et notamment les apprentis du secteur auto, qui partent à l'étranger. Là, on a une jeune qui est partie 2 mois en Allemagne, justement dans une concession Mercedes. Elle ne parlait bien sûr pas du tout allemand, assez peu anglais, et elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Alors, c'est vrai que je souligne l'utilité de l'outil Autolinguo, l'outil linguistique qui a été mis en place par la NFA, qui est très bien fait, qui est à la fois visuel et à la fois on entend la prononciation dans la langue dans laquelle on veut prononcer. Donc c'est vraiment très utile et nos apprentis l'utilisent. Mais une fois qu'on est sur place, de toute façon, on est immergé et la question de la langue, finalement, elle est moins prégnante que l'idée qu'on peut s'en faire avant de partir. Donc, je crois qu'il faut surtout oser. Et puis, petit à petit, une langue, ça s'apprend comment? En fait, en pratiquant. Donc, il faut se lancer. Et puis, petit à petit, on va améliorer ses compétences linguistiques. Merci Claire. Elle reste entière, je pense, quand même à la remarque des messieurs Bertha aussi sur la capacité des entreprises d'accueillir des apprentis étrangers. Au niveau d'Europe Mobility, effectivement, nous l'avons bien signalé dans les cadres de notre manifeste que nous avons lancé en septembre 2021. C'est un manifeste qui évoque quelques points pour nous primordiaux pour développer davantage la mobilité des apprentis, et on parle effectivement du fait que les entreprises sont un acteur central du triangle de l'apprentissage, et que quelque part, comme on a un référent mobilité dans un CFA, dans les entreprises, on pourrait peut-être appuyer, comme on a un tuteur d'apprentissage, un maître d'apprentissage, une formation spécifique pour ces publics en entreprise qui vont accueillir des jeunes étrangers. Bien sûr, il faut trouver comment financer ça, comment structurer ça. Mais j'entends très bien ces points, Monsieur Bertha, et c'est un point effectivement qu'on a rapporté et porté à l'attention d'ailleurs des ministres lors de nos états généraux de la mobilité des apprentis. Donc c'est clair. Andreas, peut-être veut rajouter quelque chose à ce sujet? Oui, tout à fait. Cette préparation en entreprise, tu as raison, ce serait intéressant de renforcer ça. Et je voudrais souligner aussi là-dedans le rôle du référent mobilité du CFA qui gère justement les relations partenariales avec l'entreprise et qui peut le préparer. Je voulais ajouter en fait quelque chose sur la concordance des diplômes parce que je n'ai pas répondu à la question. Effectivement, c'est quelque chose, je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure, peut-être quand on parle des projets de coopération stratégique à aborder. Tout à fait, c'est en plus de la langue un des prérequis si on veut avoir de la mobilité, même si les activités et les compétences sont similaires, il faut avoir en tête le cadre, les diplômes, les certifications, surtout si on veut aller vers une reconnaissance des acquis d'apprentissage. Et effectivement,
même si en Europe, nous avons les mêmes défis ou des défis similaires, les systèmes de la formation professionnelle et des certifications sont plutôt hétérogènes. Et vous avez cité l'exemple de l'Allemagne, tout à fait, c'est pas exactement la même chose en France, mais si on regarde un peu plus près, on a fait des projets franco-allemands, en fait, il y a quand même des similitudes entre nos deux pays et avec les autres pays. On reste voisins en Europe, même au-delà de l'Allemagne. Merci, Andreas. Je pense que c'est là, c'est prête bien aussi à une réflexion peut-être dans la deuxième partie qu'on va entamer dans pas longtemps de notre webinaire sur justement un processus des certifications qui voit les branches un peu au centre avec des dispositifs de reconnaissance. Je pense à des cas en Italie. Mais Rita, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, non? Et oui, juste un exemple, pour nous par exemple, comme on comprend très bien que la construction d'un projet de mobilité, ça concerne tous les acteurs, donc les entreprises jouent un rôle très important et comme on l'a vu, pas forcément ils sont formés à ce type de travail. On donne de plus en plus d'importance à la phase préparatoire de la mobilité qui peut impliquer vraiment une négociation assez précise de ce que l'apprenant va faire pendant son mobilité dans l'entreprise. Donc, on va sur les détails et on parle le langage de l'entreprise parce qu'on va dire, bon, chez toi, ce qu'on peut faire. De l'autre côté, on organise par exemple des interviews avant de partir, puisque la personne et l'entreprise, donc pas seulement les tuteurs, mais d'autres personnes aussi de l'entreprise, commencent à se connaître. Et donc, un petit peu n'être pas, et qu'on se voit sur le terrain dans nos entreprises, être un petit peu choqué. Donc, on commence à se connaître par des interviews online. Très bien. Très bien, merci. Et donc, du coup, en gros, vous allez voir les entreprises référentielles des compétences à la main pour pouvoir négocier avec les entreprises sur les activités éventuellement que les jeunes peuvent effectuer lors de leur mobilité, si je comprends bien, Rita, c'est ça? Et un exercice pareil, Monsieur Beckert, Monsieur Bertha, est-ce que vous verrez cela comme quelque chose de souhaitable? Vous vous sentirez prêt à vous engager avec les centres de formation sur un projet de mobilité pour vos jeunes? Monsieur Bertha, vous l'avez déjà fait. Monsieur Beckert, vous souhaitez le faire. Est-ce que cette phase, disons, des négociations, vraiment des contenus pédagogiques de la mobilité, ça vous semble intéressant, ça vous semble primordial? Comment vous la voyez? Toujours le micro, Monsieur Bertin. Ça me semble indispensable. Lors de nos précédentes expériences, ça a été fait sous cette forme, parce que sinon c'est difficilement réalisable et on ne peut pas avoir des jeunes qui arrivent et ne pas savoir quoi leur faire par rapport à leur avancée aussi sur le programme, parce que nous connaissons nos jeunes, on les suit, c'est un travail, on va dire, quotidien quand ils sont en entreprise. Quand il y a des jeunes qui arrivent, ils ne peuvent pas avoir le même niveau forcément que les nôtres. Donc ce travail de préparation est indispensable. Sinon, le jeune risque de passer un moment sans avoir quelque chose de constructif. Il aura juste passé une visite dans un atelier, je dirais, parisien, donc pas grand intérêt. Et d'ailleurs, sur la visite de l'atelier parisien, ça me semblait intéressant, c'est que vous me disiez lors de nos entretiens préparatoires à tout ça, c'est-à-dire la durée de la mobilité. Pour vous, elle devrait être différente. Ça devrait. Ben voilà, il faut le faire dans la durée. Les deux expériences qu'on a vécues, nos jeunes sont partis dans un pays. On a eu le retour par les jeunes et puis par les enseignants qui y sont revenus. Et puis ça s'est arrêté là. C'était comme une visite qu'on fait quand on fait une visite touristique, mais il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de relation qui se crée. C'est un passage ponctuel. En plus, c'est apprécié de différentes façons, en fonction de l'âge et de la maturité du jeune, parce que généralement, ils ont tous le même âge, mais ils n'ont pas forcément la même maturité, surtout dans ce niveau d'études. Ils sont encore très jeunes dans leur tête. Donc, ils appréhendent d'une façon différente, ce passage dans un pays étranger, dans un atelier étranger, dans des cultures différentes.
Et le retour, moi j'ai eu 2 cas qui étaient complètement différents l'un par rapport à l'autre. Un garçon qui était pas mature et qui était en gros parti en colonie de vacances, hein, quelque part. Le retour qu'on a eu par rapport à son retour d'expérience, c'était un peu ça. Et par contre, un autre jeune qui, lui, était beaucoup plus mature et où ça a été très constructif. Donc, je pense qu'il est nécessaire, si on veut que ça fonctionne dans le temps, c'est d'avoir des visites peut-être 2 ou 3 fois, que le jeune puisse partir. Idem pour les jeunes qui viennent chez nous, parce que quand on envoie des jeunes comme ça dans d'autres pays, c'est bien sûr pour les faire grandir, c'est pour les faire évoluer, mais on a aussi le risque que ces jeunes soient attirés et soient happés par ces autres pays. Donc, nous, ce qu'on attend aussi en retour par rapport aux jeunes qui viendraient faire une formation chez nous, c'est que si un jeune d'un autre pays trouve un confort de vie personnel, trouve la culture plus intéressante que ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent, on ne leur demande pas de passer une vie, mais c'est d'avoir un bout d'expérience, je dirais, dans notre entreprise. Alors que de la façon que c'est fait aujourd'hui, c'est pas possible, parce qu'ils n'ont plus le contact, ils n'ont pas le retour. Ils sont quand même, faut pas perdre de vue qu'ils sont quand même très jeunes. Ils sont très très jeunes dans leur tête. Il faut les assister. Si on les assiste pas et qu'on ne les met pas un petit peu plus longtemps sur le bon chemin, ils vont s'égarer et on les aura perdus. Merci Monsieur Berthat. Cela va vraiment dans l'essence d'une co-construction d'un projet professionnel du jeune, un parcours pédagogique, un projet professionnel qui intègre cette composante européenne ou étrangère d'une manière un peu plus longue et un peu plus stable. Et c'est bien une des missions et une des activités principales d'Europe Mobility qui est bien dans notre ADN et que nous partageons avec les membres de notre association, y compris l'INFA, effectivement. Et insérer la mobilité, voilà, plus longue dans les parcours de formation de manière un peu plus stable. Monsieur Beckert, à ce sujet, vous avez envie de rebondir? Non, oui, tout à fait. En fait, si on prend des jeunes apprentis, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, c'est pour qu'ils passent un petit bout de temps avec nous et que, au-delà de leur formation, ils restent chez nous. Nous, on envisage, on est en train de réfléchir fortement sur une université d'entreprise. Et derrière, l'histoire, c'est de dire, voilà, on fait venir du monde de Pologne, du Canada, etc., d'un peu partout, et qu'on arrive à créer une culture d'entreprise par cette réunion de différents pays, et au-delà, qu'on ait, encore une fois, je me répète, mais qu'on ait un schéma de travail qui soit identique un petit peu partout, qu'on puisse répercuter dans nos ateliers. Et de plus, les échanges culturels ne peuvent qu'être que bénéfiques pour les différents jeunes qui peuvent venir. Maintenant, derrière, il y a toujours cette histoire, comme le disait M. Berthat. Attention aussi à la sélection des jeunes, parce que certains sont capables de partir à l'étranger dans une structure et de vivre de façon autonome. Il faut faire attention de ne pas les perdre, parce que c'est dommageable pour tout le monde, et surtout pour le jeune, si jamais il n'est pas suffisamment mûr pour partir. Et donc, dans ces cas-là, se pose après le problème, malgré tout, le problème de à quel niveau on décide de faire ces alternances à l'étranger. Est-ce qu'on est obligé d'attendre bac plus 2, je parle pour les Français, hein, même si ça ne veut rien dire, parce que certains seront suffisamment mûrs, d'autres pas suffisamment mûrs, ça c'est toujours le même problème. Mais de façon globale, de dire à quel niveau on part, on met ça en place pour faire des échanges internationaux. C'est clair. Et je pense que ça dépend aussi des profils que vous allez recruter et du dialogue, de la synergie que vous allez avoir avec les centres de formation, qui est votre partenaire dans cette démarche, en fait. Tout à fait. Je pense que c'est... Excusez-moi. Là, ce qui se passe, c'est qu'on vient de prendre 2 jeunes en BTS. Il y a un fossé avec les gens qu'on a chez nous. On sent qu'on a des jeunes qui percutent très vite, qui apprennent très vite d'entrée. Et nous, ça nous change parce qu'on n'est pas habitué à ça, quoi.
Donc il faut mesurer les niveaux à partir desquels on peut engendrer ces échanges, à mon sens. Tout à fait, tout à fait. Je vous rejoins. Quelqu'un des participants veut rebondir sur les derniers échanges ou on passe à la deuxième partie du coup des échanges? Ça peut peut-être faire la transition. La transition, merci Andreas de m'aider dans cette dure tâche d'animer. Il a été évoqué que des expériences ponctuelles, ça peut être intéressant, mais ça suffit pas pour avoir un vrai parcours, une vraie projection dans un parcours professionnel et grandir avec cette mobilité, comme cela a été dit par Rita. Et je pense que là, les partenariats de la coopération européenne et le travail au sein des réseaux européens, ça peut être très important parce que nous avons par exemple, Rita, on est membre, le réseau NetInvent qui parle justement de ce genre de pérennité dans la coopération, d'avoir les mêmes entreprises, les mêmes partenaires à l'étranger. Et en fait, la coopération, la mobilité européenne, c'est pas la mobilité tout court, c'est toute la coopération au niveau structurel et institutionnel derrière. Exactement. Donc, effectivement, la transition est toute faite, hein, Andreas, merci. La mobilité européenne, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Et effectivement, c'est une expérience professionnelle et de vie pour les jeunes fondamentale et même pour les entreprises qui envoient et accueillent leurs jeunes. Mais il y a tout un travail qui peut être impulsé sur, effectivement, de la coopération européenne et internationale, notamment, par exemple, dans tout ce qui est la visée certificative, effectivement. Donc, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bicaert, cette concordance quelque part des différents, je dirais pas des diplômes, mais des activités, des tâches, des compétences. En fait, ça peut être impulsé via des projets, des coopérations internationales. Et d'ailleurs, à ces sujets, je pense que Rita, vous avez effectivement travaillé avec l'ANFA sur une certification qui a été menée en France, mais qui a été reconnue en Italie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette certification? Oui, en fait, c'est un peu les débuts de la coopération qu'on a eue avec ANFA et on va en 2018, je pense. On avait organisé une mobilité pour deux groupes différents. L'un des deux groupes, c'était justement à l'ECFA Orly qu'on avait évoqué avant. Et alors, les jeunes qui étaient en France ont suivi soit une formation au centre de formation, et soit ils ont fait des visites chez des entreprises liées au centre de formation. Et l'attestation, le certificat qu'ils ont obtenu sur le système réfrigérant et en France ont été reconnus par la branche professionnelle, donc par le secteur, les entreprises, une fois que les jeunes sont rentrés en Italie. Donc, ce n'est pas une certification, on peut dire, formelle sur le plan de l'éducation et de la formation, mais c'est un certificat qui est reconnu directement par les entreprises et par le travail. Et donc, je peux dire aussi que l'un des jeunes qui a fait cette formation est aujourd'hui un formateur. Alors, oui, et l'autre projet qu'on a démarré ensemble avec ANFA, c'est un travail de définition ponctuelle des résultats de l'apprentissage en mobilité. Donc, pour voir effectivement qu'il y a une reconnaissance réciproque lorsque les jeunes italiens vont en France ou vice-versa, ou bien vont en Allemagne. Et donc, on a travaillé sur les systèmes freinants des véhicules et des véhicules industriels en particulier. Et donc, on a bien mis en comparaison tous les différents systèmes et les différents référentiels des différents pays, parce que ça, c'est vraiment les problèmes d'où il faut partir, parce que ce n'est pas les mêmes niveaux. Et on n'aborde pas les mêmes thèmes et les mêmes niveaux de thèmes
sur le même âge. Donc, ni les niveaux EQF, ni l'âge des apprenants et nous assure qu'on est en train de faire les mêmes choses. Alors, on a fait ce type de comparaisons et on a essayé de choisir effectivement des objectifs de la mobilité et pour rendre l'expérience tout à fait reconnaissable à la fin de la mobilité. Donc, il y avait le Covid, donc on a fait tout le travail de coopération et d'ingénierie et on espère l'année prochaine, en fait, de pouvoir réaliser les mobilités. Et ce travail de coopération et d'ingénierie, du coup, vous l'avez fait en distanciel? Donc, on peut dire, parce qu'on a commencé avant le Covid, et donc on s'est vu en présentiel, on a travaillé à distance et avec les formateurs, parce qu'en fait, il y a un grand travail à faire entre les formateurs. Et puis, en fait, les Covid nous a poussé à penser comment réaliser des échanges virtuels en distanciel, qui est autre chose que faire une mobilité physique. Donc, on a mis en place un dispositif dédié à la virtualité et on a fait une expérience avec ANFA et professionnalisante, donc sur des sujets liés à la profession et au secteur. Et les jeunes ont travaillé pour une période de 8 semaines avec des échéances pédagogiques bien identifiées, avec des tâches à réaliser, avec des connexions entre les formateurs et les jeunes. Et à la fin, on avait un produit qui portait surtout sur les normes de sécurité. Ah, très intéressant. Donc, en coopération virtuelle, mais avec des effets très pragmatiques et des retombées très pragmatiques. Très intéressante, c'est là. Andreas, peut-être tu veux rebondir, compléter? Juste un point par rapport à ça, oui, pour l'expliquer ou pour compléter avec une petite remarque, on a travaillé justement sur des véhicules industriels et les freins pneumatiques, on a regardé les référentiels et du point de vue de l'ANFA, c'est intéressant puisque l'ANFA est un organisme certificateur et dans le cadre des certifications de branche, nous avons pu mettre en place des mobilités à visée certificative où les jeunes sont partis à l'étranger et on a reconnu des unités ou des blocs de compétences en vue de l'obtention du diplôme en France. Par rapport à ces contenus-là, des freinages du véhicule industriel, on a une petite expérience avec 2 jeunes apprenants français qui sont partis en Allemagne et qui ont vu la reconnaissance de leur bloc de compétences. Merci beaucoup Andreas. Donc du coup, on a parlé Rita a évoqué la réalité virtuelle. C'est clair qu'une des choses qu'on a retenues de cette pandémie si difficile pour nous tous collectivement était quand même qu'il y a des pratiques des digitalisations qui sont des bonnes pratiques. Donc, du coup, peut-être que Claire ou Andreas, vous pourrez expliquer comment ces pratiques de digitalisation ont été quand même capitalisées quelque part dans un cadre quand même européen, parce qu'il s'agit bien des projets européens. Alors, moi, je peux vous donner l'exemple d'un projet européen que l'on a conduit en partenariat aussi avec la branche des métiers de l'automobile qui a été associée, qui s'appelle Selfie et qui met justement l'accent sur la digitalisation. Alors, c'est un beau projet de coopération à la fois coopération européenne, mais aussi transversale au niveau national et avec la branche. Très rapidement, Selfie, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'auto-évaluation en ligne gratuit qui a été créé par la Commission européenne en 2017 et qui vise à permettre aux centres de formation d'auto-évaluer la façon dont ils utilisent les outils digitaux à des fins d'enseignement et de formation. Ça permet, comme son nom l'indique, Selfie, d'obtenir en fait une image à un instant T de là où le centre de formation se situe par rapport à l'utilisation de ces outils digitaux. Ce qui est intéressant, c'est que ça couvre 8 champs
parce que la digitalisation, ce n'est pas que l'équipement et les infrastructures, c'est toute la pédagogie qu'il y a derrière, c'est toutes les compétences digitales des apprenants, la formation de formateurs, etc. Donc cet outil, il avait tourné quelques années au sein de la formation générale. Et puis, en 2020, la Commission européenne a souhaité en faire bénéficier les centres de formation professionnelle. Donc, elle a lancé un projet pilote pour pouvoir tester cet outil, faire tester cet outil par le terrain, par nous, CFA. Et au niveau français, donc la SEPR a piloté l'expérimentation France. C'est le réseau FVET qui a piloté l'expérimentation pour l'Europe. La SEPR a travaillé avec 15 CFA au niveau français. L'ANFA a été associée au projet et nous avons pu tester cet outil et faire remonter à la Commission européenne tout ce qui fonctionnait bien et tout ce qu'il fallait améliorer. Donc là, il y a vraiment une approche qu'on appelle bottom-up, où la Commission s'est appuyée sur le terrain pour pouvoir collecter des informations. Donc ça, c'est très intéressant. Et les 15 CFA français qui ont participé à cette expérimentation ont pu obtenir un rapport, un état des lieux de là où nous en sommes de notre pratique digitale, où sont nos forces, où sont nos faiblesses. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet outil, il permet de recueillir l'avis de 4 groupes cibles, les apprenants, les formateurs, les managers, mais aussi et surtout les entreprises. Et c'est aussi un moyen pour nous de mieux communiquer avec les entreprises et d'ouvrir le dialogue au sein des CFA et avec les entreprises pour voir comment on peut améliorer l'utilisation du digital à des fins d'enseignement. Et grâce à tout ce travail que l'on a fait sur le terrain, eh bien, l'outil a été officiellement lancé le 7 octobre dernier et il est disponible au sein de l'ensemble des pays européens. Et là, on démarre un nouveau projet pour créer une boîte à outils qui va permettre de passer de ce selfie, de cet état de rapport, d'état des lieux, à la réalisation d'un plan d'action digital, d'une véritable stratégie digitale que les CFA vont pouvoir mettre en place dans leur centre. Merci, donc la coopération permet vraiment de belles avancées ensemble. Merci beaucoup Claire. Andreas, tu veux compléter ou je peux... Non, je pense que c'est bien. Mais il y en a d'autres projets de coopération sur la digitalisation, mais je pense que c'est l'exemple là, met bien en exergue ce qui peut apporter l'impulsion européenne sur ce plan-là. Oui, et du coup, moi, j'aimerais bien connaître les points de vue de nos entreprises avec vous, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire ces actions qu'on vient d'évoquer sur la digitalisation. Est-ce qu'elles vous parlent, elles font du sens par rapport à vos pratiques professionnelles? Est-ce que vous voyez des liens possibles? C'est un élément essentiel aujourd'hui, puisque au niveau de tout ce qui est déplacement, etc., on est quand même relativement limité. Et nous, on a mis en place une plateforme sur laquelle on met des contenus de cours, des formations. Alors nous, on fait ça avec nos moyens, donc on n'a pas réussi à développer à ce jour des choses qui soient ultra attractives. Mais lorsque on arrive à créer quelque chose d'assez interactif, on arrive à mobiliser les gens sur les formations et on les duplique au niveau européen. Donc après, aujourd'hui, le souci, c'est justement de les dupliquer parce qu'à chaque fois, il faut faire attention à ne mettre que des images. Lorsque vous faites un film, il ne faut pas qu'il y ait de parler, il faut mettre des images avec des sous-titrages, etc. parce qu'on retrouve toujours le même problème de la langue. Mais aujourd'hui, c'est le blending learning, c'est-à-dire la formation en e-learning et la formation en présentiel. Pour moi, c'est en train de devenir la norme et ça doit devenir la norme parce que l'un finalement ne va pas sans l'autre et aujourd'hui, on a des outils suffisamment intéressants et suffisamment performants pour vraiment mixer les choses et ça peut permettre aussi d'augmenter les échanges internationaux. Alors là, plus côté formateur, à mon sens, que côté collaborateur, parce que le collaborateur, lui, va juste prendre la formation et il n'y a pas forcément des échanges qui peuvent demeurer. Cependant,
sur certaines plateformes, on a la possibilité d'une interaction, et cette interaction, elle, peut aussi permettre de faire des échanges européens. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier non plus que dans les cadres des échanges européens, notamment dans les dispositifs Erasmus+, mais dans d'autres dispositifs aussi, bilatéraux, etc., il faut étudier ça de près avec les organismes de formation de votre réseau, mais il est possible aussi d'envisager des périodes de mobilité pour les maîtres d'apprentissage, pour les entreprises, hein, des 2-3 jours, que vous êtes par exemple dans un système où vous avez 5 ateliers en Espagne, en Italie, 6 en Espagne et 13 en France, de mémoire. Je me trompe peut-être, monsieur Becker, mais en tout cas, on peut vraiment aussi jouer la carte de la mobilité pour le personnel d'entreprise aussi. Hein. Donc, n'oublions pas que les dispositifs, il est vraiment ouvert à tout public. Et je vais vous faire remonter une question du public, qui est une question ouverte. Et je voudrais connaître du coup votre point de vue. Dans les chats, ils nous ont demandé pourquoi ne pas intégrer la mobilité comme une unité obligatoire dans les parcours de formation. Je laisse peut-être la parole à Claire ou Andreas, et je voudrais connaître aussi les points de vue, bien sûr, de M. Beckert et M. Bertin. De mon point de vue, la mobilité, c'est un formidable projet pédagogique. Et on a cité les bienfaits de la mobilité au départ du webinaire. C'est indéniable. On a tous constaté que ça peut avoir de très bons effets sur les apprenants, sur les entreprises. Ça peut être intéressant pour les entreprises, pour le centre de formation. Néanmoins, une obligation, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on devrait plus donner les conditions qui facilitent la mobilité. On devrait susciter l'envie, et ce ne serait même pas nécessaire de rendre obligatoire la mobilité parce que les conditions sont tellement favorables et c'est tellement évident de le faire, même pas besoin de forcer quelqu'un de faire une mobilité. Peut-être pour certains cas, c'est quelque chose qui va souhaiter aussi du point de vue du jeune, et ça se comprend dans certains cas aussi. Merci Andreas. Moi, je veux bien rajouter un point par rapport à ça, c'est que il ne faut pas oublier l'initial. Est-ce que le jeune, si on le rendait obligatoire, est-ce que les jeunes qu'on enverrait sur place seraient suffisamment matures? Parce que le rendre obligatoire, à quel niveau, à quel âge, pour quelle formation, ça reste très compliqué. On a besoin de maturité, je pense, pour pouvoir partir à l'étranger, découvrir une nouvelle culture, et donc très difficile de le rendre obligatoire. Moi, je pense... Oui. Vas-y, Claire. Ouais. Je suis bien sûr très, très emballée à l'idée, alors pas forcément de le rendre obligatoire, mais bien sûr de le massifier et de permettre à un maximum d'apprentis de le faire. Et puis, il faut vraiment impulser, parce qu'il y a quand même pas mal d'apprentis qui pensent que c'est pas pour eux, qu'ils sont pas capables, ils ont parfois des difficultés financières, familiales, etc. Donc, il faut quand même beaucoup leur donner envie et leur donner confiance en eux pour qu'ils le fassent. Et pour que ça fonctionne aussi, et je trouve que le webinaire d'aujourd'hui est absolument formidable pour cela, c'est qu'il faut qu'on travaille main dans la main, on le fait déjà, mais encore plus avec les entreprises. Et votre position est hyper intéressante, on voit que vous êtes vraiment facilitant, hyper ouvert, etc. Et on a besoin, en fait, CFA et entreprises, de travailler main dans la main pour faciliter ces départs et pour sélectionner les jeunes, pour ne pas les mettre en difficulté, bien entendu. Il faut envoyer des jeunes qui sont en capacité de le faire, mais pousser, impulser, et on en récoltera les bénéfices pour toutes les parties prenantes. C'est clair. Monsieur Becker. Oui, je rebondis, mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je rajouterais juste, c'est que aujourd'hui, à notre niveau, on pense peut-être trop qu'on a des jeunes qui ne sont pas mobiles. Alors que la réalité, c'est que si on leur propose des choses au niveau de la mobilité, je pense qu'ils vont être preneurs. Ça, c'était le premier point que je voulais donner. Et aujourd'hui, ils ne sont pas forcément informés. Ils ne sont pas informés sur cette possibilité de mobilité. La deuxième chose, et là je rebondis sur ce que disait M. Bertha, c'est qu'effectivement, quand vous allez quand vous suivez une formation universitaire,
on vous propose Erasmus au bout de la 3e année. C'est-à-dire déjà avec une vingtaine, vous avez déjà une vingtaine d'années, vous êtes censé avoir quand même un peu vécu déjà et avoir une certaine autonomie. Donc ça, c'est par rapport à l'âge des jeunes. Hein, voilà, tout à fait, à l'âge des jeunes. Et puis de l'autre côté, que beaucoup ne sont pas forcément au courant. On ne leur présente pas la possibilité d'une mobilité internationale, du moins dans les études, mécaniques, etc. Honnêtement, moi le premier, je passe à travers. Hein. Pour moi, la mobilité internationale, c'est Erasmus, et Erasmus, c'est Bac+3. Donc voilà. C'est clair. Alors qu'Erasmus, pour le niveau CAP, BP, etc. Ça peut être vraiment pour tout niveau. Du coup, j'ai une question de la part du public, toujours. Et cette question, elle va être vraiment adressée aux entreprises, c'est-à-dire la mobilité des jeunes aujourd'hui apparaît comme une valeur ajoutée à la formation, mais les employeurs ne sont pas toujours convaincus. Comment les convaincre? Alors, vous êtes quand même là parce que vous êtes convaincus, mais quels sont les arguments qu'on pourrait mobiliser auprès de vos pairs pour développer davantage cette mobilité? Moi, je me propose de répondre par rapport à ça parce que je suis souvent sollicité. Il faut savoir que les jeunes cherchent un maître d'apprentissage avec difficulté. Beaucoup de jeunes, en fait, cherchent un maître d'apprentissage pour leur permettre de s'orienter vers un niveau d'études qu'ils ont envisagé, qui des fois se modifie. Mais voilà. Et ils ne trouvent pas aujourd'hui, dans la profession, des gens qui veulent les accueillir. Parce que structure trop petite, mauvaise expérience, beaucoup de relationnel dans tout ça. Et ce qui manque pour moi, alors pour un jeune qui veut intégrer une entreprise, eh bien, il faut trouver, malheureusement, il ne faut pas hésiter à faire les entreprises et à se présenter dans les entreprises et pas simplement envoyer des CV en ligne parce qu'on est dans un métier de relation et qu'on reçoit beaucoup de CV, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui pour des recherches d'emploi. Mais on est quand même dans notre métier, on a besoin de voir le jeune. Et je pense il ne faut pas qu'ils hésitent à se présenter eux-mêmes pour présenter leur CV et pas simplement envoyer un CV dans une boîte mail. Parce que déjà, la plupart du temps, ce choix est fait par des opérationnels qui ensuite, tout du moins ça se fait comme ça chez nous, qui ensuite le présentent au service RH. Et donc, automatiquement, les opérationnels sont dans leur quotidien, ils ont des mails, ils ont de gestion d'atelier. Donc ça, c'est la première chose à faire. Si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est de se présenter et de se vendre. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'on ne parle pas aujourd'hui assez en aval de cette formation, de cette classe européenne, de l'opportunité que le jeune peut avoir comme objectif. C'est pour ça qu'il devrait partir en CAP, qu'il devrait partir, je dirais, forcément au bac pro, mais lui donner cette perspective. Bon nombre aujourd'hui ne sont pas au courant de ça. Il n'y a pas suffisamment de communication. Déjà, notre métier est très mal connu. Monsieur Beckert a énormément de mal à se situer, je dirais, dans le monde de l'automobile. Pourtant, c'est un élément indispensable. Hein. Nous, on peut vendre ce qu'on appelle des tracteurs, mais malheureusement, il est indispensable d'y attacher quelque chose. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais notre métier n'est pas assez connu parce qu'il n'y a pas assez de communication qui est faite sur le cycle primaire scolaire, en fait. Les jeunes arrivent en fin de 3e et ils ne savent pas ce qui existe parce qu'on ne communique pas assez. Et aujourd'hui, moi, je me bats auprès de mon constructeur pour qu'il y ait cette communication au niveau national, auprès des écoles, auprès des collèges, auprès des lycées, parce que ça commence très jeune. Je pense qu'il faut commencer très jeune. C'est ce qui est fait en Allemagne, ce qui n'est pas fait en France. C'est vrai que les Allemands ne font pas tout à fait tout ce qu'ils disent, mais néanmoins, il y a certaines choses qu'ils font et qui font bien. Mais nous, on ne le fait pas. On ne fait pas du tout. Donc, comme ça, on n'a pas de doute par rapport à ça. Donc, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de communication et on manque de visibilité. Nous, on s'attache à avoir des relations particulières avec nos partenaires de formation qui sont le GARAC pour nos établissements du Nord et le CFI pour les établissements du Sud parisien. Mais ça, c'est très, très important, c'est de vendre notre métier, c'est de vendre les formations qui peuvent s'y rattacher pour donner envie à ces jeunes. Hein. Aujourd'hui, les jeunes,
ils manquent d'envie. Je pense qu'on on leur fait pas briller, je dirais, notre profession. Voilà, c'est le mot usuellement utilisé, c'est pas technicien, c'est pas mécanicien, c'est garagiste. Hein. C'est triste à dire. On est en 2021, mais aujourd'hui, on nous appelle encore comme ça, quoi. C'est dommage. Et alors, vous pensez que l'intégration de cette composante européenne pourrait donner du galon aussi à ces parcours, c'est ça? Et bien évidemment, les premières personnes à convaincre, ce sont les parents. Ce sont les parents, moi qui les vois très souvent dans les journées portes ouvertes, parce qu'on s'attache à participer à toutes les journées portes ouvertes, avec du matériel pour présenter. Il faut rassurer les parents. Je pense que c'est les premiers à convaincre. Bon nombre de parents aujourd'hui ne veulent pas ou viennent vous voir en disant bon, on est venu, mais nous on ne souhaite pas qu'ils fassent ça. C'est terrible. C'est terrible d'avoir cette renommée. On a l'impression d'être des gangsters, hein, que les parents n'aient pas l'ambition pour leurs enfants de faire ce métier. Donc, beaucoup de travail sur l'image, je pense, des métiers. Peut-être l'INFA pourra dire quelque chose. Monsieur Beccart, il souhaite s'exprimer? Non, la main n'est pas descendue, c'est pour ça. Ah, pardon, excusez-moi. Mais tous les travaux sur l'image des métiers, je pense que l'INFA est bien placé pour dire quelque chose, non, à ce sujet? Tout à fait. On a des initiatives aussi pour promouvoir des métiers des services de l'automobile. Après, c'est des images, des idées reçues peut-être sur les métiers qui ne changent pas d'un jour à l'autre. Mais je suis convaincu aussi que la mobilité européenne, les perspectives européennes peuvent contribuer à l'attractivité de nos formations, l'attractivité de notre branche. Et cette mobilité, la coopération européenne peut-être attirer des personnes, des parents, comme vous le dites, qui hésitent, mais qui voient que l'apprentissage dans les véhicules industriels, par exemple, peut donner la même possibilité pour partir à l'international, avoir une expérience en Europe comme des études supérieures, par exemple. Sans doute. Mes chers collègues, nous sommes à quelques minutes de la fin du temps qui nous est imparti. Je pense que les échanges ont fait quand même ressortir une envie, un désir des mobilités, des mises en place des projets européens et des coopérations en général. Et c'est clair qu'on a aussi des points de blocage réels. Vous évoquiez côté entreprise quelque part les rôles de la langue peut-être dans les entreprises, les faits que les maîtres d'apprentissage ne sont pas forcément formés pour accueillir des jeunes étrangers. Il y a tout ce côté aussi des mises en capacité, j'ai envie de vous dire, à la fois des entreprises, mais également des organismes de formation, c'est-à-dire que Claire Chaland parlait tout à l'heure du fait qu'ils ont un référent mobilité en temps plein. Ce n'est pas le cas de tous les organismes de formation qui font de la mobilité, alors qu'on se rend bien compte que c'est un peu la cheville ouvrière, les référents mobilité qui va à la rencontre des maîtres d'apprentissage, qui va à la rencontre des centres de formation européens, qui peut sensibiliser et faire des informations auprès des jeunes, comme évoqué Messieurs Bertha. Et ces points, c'est un point important d'ailleurs, un point qui nous portons au niveau de Europe Mobility, au niveau de notre manifeste, effectivement. Donc, du coup, pour reprendre les échanges et pour en guise de clôture, peut-être les points du manifeste qui font tout à fait écho avec tout ce qu'on vient de se dire sont les points qui visent à structurer davantage le rôle des référents mobilité dans les organismes de formation, à impliquer davantage les entreprises, c'est-à-dire aussi dans les processus effectivement d'accueil des jeunes étrangers qui peuvent venir en France, parce que qui dit mobilité dit réciprocité. Tout ce qui est effectivement également une reconnaissance des acquis d'apprentissage qui soit systématique. Est-ce que ces acquis d'apprentissage sont dans les cadres de certification professionnelle ou de diplôme? J'ai envie de vous dire, les cas, peu importe. Après, ce qui compte pour nous, c'est que ces compétences acquises par les jeunes puissent être reconnues en France et reconnues dans les autres pays, et que ces mêmes compétences sont là parce qu'elles sont mobilisées dans les cadres de l'expérience professionnelle. Donc, je pense que tout ça nous donne bien la direction où il faut aller collectivement.
Je pense que ce sera très intéressant aussi qu'Erita, Monsieur Beckert, vous puissiez échanger après, parce que dû la présence des ateliers en Italie pour Monsieur Beckert et le fait que les centres de formation d'Erita, il se déploie au niveau national. Donc, je pense vous pourrez continuer peut-être les échanges dans un deuxième moment. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous voulez compléter, vous voulez dire les mots de la fin. Écoutez, je pense qu'on a évoqué plein de choses. Je pense qu'il y a plein de pistes et le travail ne s'arrête pas là. Mais à mon sens, nous avons évoqué les principaux pistes sur lesquelles il faut travailler. Et je pense qu'au niveau collectif, les branches, tous les organismes de formation qui sont dans notre conseil d'administration au niveau d'Europe Mobility, les entreprises, je pense il faut travailler toujours en étroite synergie en France comme en Europe et continuer dans ce sens-là pour rendre les parcours véritablement ouverts à l'international. Et ce sera bénéfique pour tous les acteurs, je crois. Je vous remercie pour ces échanges. Je remercie Claire Chaland du CEPR de Lyon, Andreas Gabriel de l'ANFA, Frédéric Beckert de Type Trailer, Gilles Berta de Mercedes-Benz Véhicules Industriels, Rita Festi de la Scuola Centrale Formazione. Et voilà. Merci. Je vous remercie. Je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous, Paola. Merci.